Et je laisse tout de suite la parole à Michel Lerneuf pour une série de délibérations portant sur notamment l'urbanisme et 2 délibérations qui portent sur l'ARENA, qui auraient pu être portées également par Evelyne Dams, puisqu'il s'agit beaucoup de sport, mais enfin c'est Michel qui pilote l'ensemble des transformations, donc je lui laisse la parole. Merci. Avant de rentrer dans les délibérations, je voudrais informer le Conseil du 18e de 2 réunions publiques importantes, je crois, pour l'avenir de notre arrondissement, qui concerne notamment le quartier Saint-Plon et Goutte d'Or, à savoir le jury pour ordonnaire poissonnier à trancher, et donc on a maintenant l'opérateur désigné, Emerige Ogic, et donc la SNEF organise une réunion publique de concertation et de présentation de ce projet le 2 juillet en mairie du 18e à 18h30. Et puis, un de nos autres partenaires, la RATP, se trouve obligé d'intervenir sur la rue Championnet, sur la partie parking des bus. Et donc, à cette occasion-là, elle nous proposera aussi un projet d'aménagement du secteur. Et ce sera une réunion publique le 4 juillet, organisée par la RATP, rue Championnet, sur place. Ce sera fléché certainement, le 4 juillet à 18h30. J'en viens maintenant à la première délibération concernant la délégation de services publics pour l'exploitation commerciale de l'ARENA, de la Porte de la Chapelle et le protocole d'accord avec le Paris Basketball. Alors, vous savez, ce projet a déjà fait l'objet de pas mal de délibérations, et notamment la définition du projet est maintenant complètement cadrée. Je rappelle très rapidement, d'un côté, la salle principale d'une capacité de 8000 places assises en configuration basketball et ce qui correspond à peu près 9000 places en configuration concert. Un espace club dédié à un club de haut niveau en résidence dans l'Arena. Ce sera donc le Paris Basketball. Un parking comprenant 300 places pour les véhicules légers et 400 places pour les 2 roues. Il aura aussi un espace de distribution logistique urbaine, ce qu'on appelle un élu. Donc voilà, il y a d'autres élus que nous, d'une surface de l'ordre de 1000 m², et ainsi que 2 équipements sportifs de proximité. Le premier, un gymnase doté d'un terrain de 44/24, qui est une nouvelle offre sur le quartier, et le deuxième, qui est le remplacement du gymnase des Fillettes, avec une tribune en plus de 1000 places. Donc, pour gérer tout cela par la suite, la ville propose donc de choisir la convention de délégation de services publics pour différentes raisons qui sont expliquées dans les délibérations, mais que je ne vais pas revenir, on reviendra dessus si vous le souhaitez, et précise donc dès maintenant le cadre de cette convention, qui donc oblige le futur délégataire à un certain nombre de choses, notamment d'accueillir le club résident, de gérer les 2 gymnases de proximité, de gérer la grande salle en liaison avec le Paris Basketball, de réserver un certain nombre de journées dans l'année à l'utilisation de la ville de Paris, ainsi qu'éventuellement la possibilité d'accorder aux délégataires le droit de commercialiser le naming de l'enceinte, à savoir, comme l'est déjà l'Arena 1, puisque l'Arena 1 a été nommé, je ne sais pas comment on dit, nommé, tout simplement, c'est plus simple, accord, je ne sais pas quoi, enfin bon, accord quelque chose. Bon, comme ils viennent de changer de nom, accord, donc voilà, le naming, il change tout le temps. Et donc là, il y aura éventuellement la possibilité, sous réserve d'une approbation par le Conseil de Paris, de l'opérateur pressenti. Elle fixe aussi une part de redevance et une part de subvention que la ville pourrait apporter, notamment par rapport à la gestion des équipements de proximité. Il est envisagé de fixer la durée du contrat à 10 ans à compter de la livraison de l'équipement. Voilà, je vous invite, on va les faire une par une parce qu'elles sont un peu différentes, toutes les délibes, donc je préfère qu'on s'arrête là et qu'on vote. Absolument. Alors, en l'occurrence, on a fait les 2 premières, donc la SG 39 et la SG 41. Je laisse la parole à ceux qui souhaitent la prendre.
Daniel Prémel. Ah, pardon. Oui, fais la 41 alors, bon, et comme ça on débat sur les deux. Alors attendez, j'avais vu une autre main se lever, mais du coup, Loïc Lorenzini, et on en restera là, très bien. Michel Erneuf. Bon, la 41, c'est la convention d'objectifs entre la ville de Paris, la Solidéo, c'est-à-dire la société d'aménagement, enfin qui s'occupe de gérer ça pour l'État, et Paris 2024. Donc jusqu'à présent, on a reçu une subvention. Cette subvention correspondait essentiellement au financement des études. Et maintenant, il s'agit d'aller plus loin et donc de passer la convention avec la Société de livraison des ouvrages olympiques pour le financement maintenant de toute la construction, suivant des conventions d'objectifs qui répètent un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans ce même cadre-là, il est aussi demandé l'autorisation de demander une subvention supplémentaire à l'Agence nationale du sport pour financer les 2 gymnases intégrés à l'Arena dédiés au sport de proximité, puisque nous sommes dans un quartier qui correspond exactement aux critères d'aide de l'État pour le sport de proximité, notamment dans les quartiers populaires. Voilà, c'était la SG 41. Merci beaucoup. Daniel Prémel. Oui, effectivement, ce projet est intéressant. Il a réussi, on a obtenu, on avait demandé beaucoup plus de places de vélos. On a enfin, j'espère, sur les 400 places, 200 au moins concernant le vélo. Nous avions aussi insisté beaucoup pour que ce projet travaille aussi en articulation avec les habitants et entre autres avec les écoles, ce que nous avons aussi obtenu. Mais un souci qui n'est pas le moindre, c'est-à-dire le naming. Alors, pour un nom, on se vend. Et on se vend à n'importe quel nom. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous ne pouvons pas accepter. Alors, on pourrait peut-être aller vers les 5 continents. Je ne sais pas, parce qu'il me semble bien que cet emplacement est bien l'emplacement du marché des 5 continents que nous avions donc envisagé, rêvé pendant des années. Alors, c'est remplacé par l'Arena. On y voit effectivement un intérêt aussi pour ce quartier. Un intérêt parce que ça peut être un geste architectural aussi pour ce quartier et lui donner une autre image. Mais si cette image sait se vendre à n'importe quel nom, ça va être difficile pour nous. Donc, pour toutes ces raisons-là, malheureusement, on s'abstient. Pas n'importe quel nom, puisque Michel Erneuf le rappelait, c'est soumis à l'approbation du Conseil de Paris. Donc il y a quand même un filtre important qui permettra à chacun, le moment venu, de s'exprimer aussi sur le nom itself. Loïc Lorenzini. Merci Monsieur le maire. Cet équipement est de nature à certainement requalifier, améliorer l'environnement de ce quartier. C'est une offre sportive nouvelle, enfin pas tout à fait, parce que comme le soulignait Michel Erneuf, il y a un des gymnases qui est en fait une reconstitution de l'actuel gymnase des Fillettes, mais en tout cas c'est quand même une bonne nouvelle pour le sport, et comme le disait très justement Daniel Prémel, le travail et notamment l'articulation avec les acteurs locaux a abouti. On espère que le modèle juridique retenu, la DSP, ne viendra pas trop entraver, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui un peu j'ai envie de dire, sensibilisé au DSP. Peut-être que ce projet-là est de nature peut-être que ce projet-là répond mieux à une DSP que la cantine scolaire, mais bon, on est quand même toujours maintenant vigilant. Un mot sur les autres équipements. La création d'un espace de distribution de logistique urbaine. Alors, j'ai bien compris que ça vient optimiser déjà le parking existant, mais je pense que la distribution de logistique urbaine du dernier kilomètre, c'est pas aux portes de Paris qu'il faut la faire, c'est sans doute plus loin, parce que, qu'on le veuille ou non, ça va reprovoquer du trafic sur un quartier où il n'y a pas besoin de trafic supplémentaire. Et donc, si on voulait optimiser, on aurait peut-être pu réfléchir à une autre fonction qu'un espace de distribution de logistique urbaine. Je voulais m'assurer aussi, j'imagine que les contacts aient été pris avec la halle fret, puisque vous savez qu'on a une halle fret aussi dans le quartier Chapelle Internationale. Donc là, on se retrouve avec 2 équipements de logistique. J'imagine que ça ne fait pas doublon, mais bon, c'est toujours bon de rappeler
qu'il faut essayer plutôt d'optimiser l'existant. Et puis, pour revenir sur le naming, effectivement, comme l'a dit Daniel Prémel, les élus écolos aussi, on est contre cette dérive commerciale, financière, qui finalement n'alimente pas et ne participe pas à une économie productive. Et on ne soutient pas cette économie-là, cette financiarisation, cette dérive commerciale où on essaye de faire feu de tout bois pour rentabiliser avec un nom un équipement. Donc pour ces diverses raisons, nous nous abstiendrons tout en soutenant ce projet. Un petit mot également sur le marché des 5 continents. Je pense que c'est vraiment dommage. Alors, je ne sais pas si ce projet est abandonné, en tout cas à cet endroit-là, si. Mais c'est vraiment dommage que je pense que ça a constitué une des solutions aujourd'hui pour désintensifier le quartier de Château-Rouge, le quartier de la Goutte d'Or, qui, on le sait, est pénalisé par une surdensification par le fait qu'on ait des vendeurs de grossistes, voire semi-gros, et qu'on n'est pas du tout à l'échelle d'un quartier résident et citoyen, un quartier d'habitants tout simplement. Merci. Merci. Un mot simplement pour dire qu'on ne cherche pas à rentabiliser un équipement avec le naming, ce serait trop beau, mais c'est une goutte d'eau par rapport au coût de fonctionnement et au coût d'investissement pour ce type d'équipement, mais je sais que cela fait un débat entre ce qui est économisé aux impôts et ce qui est économisé par d'autres, mais c'est un débat fort légitime, tout comme est légitime le débat sur la position ou le positionnement des élus. La réalité, c'est que des espaces de logistique urbaine, la réalité, c'est que des élus, des espaces de logistique urbaine, il en faut partout, et notamment aux portes de Paris, dans ces différentes dimensions, et ceux qui siègent au CA de la Sogaris savent qu'on travaille de très près avec l'opérateur de la Alfred pour faire en sorte que tout ça fonctionne ensemble. Et encore une fois, l'idée, et c'est ça qui permet de faire baisser la circulation, c'est de rationaliser les déplacements. C'est pas parce qu'il y a un élu qu'il y a plus de déplacements autour de l'élu. C'est justement pour éviter des déplacements qu'il faut concentrer un certain nombre d'endroits pour ensuite assurer la logistique du dernier kilomètre, si possible de façon propre, et c'est de plus en plus possible pour ce qui est des petites structures, et en tout cas sans connaître les difficultés majeures que les uns et les autres connaissent si vous êtes fait livrer des éléments autour des mois de décembre, et on voit l'explosion des colis et aujourd'hui la nécessité pour les villes de s'adapter à cette explosion du e-commerce. Après, on peut en penser ce qu'on en veut, mais la réalité, elle est là. Et nos routes et nos lieux sont envahis et nos postes sont absolument envahis de colis qui sont absolument incapables de traiter dans les conditions actuelles. Je vais donc mettre aux voix ces deux délibérations, à commencer par la SG 39, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. SG 41, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je donne la parole à Michel Lerneuf pour nous parler de conférence du logement. Cette délibération donc, est un peu une conséquence des dispositions prises par la loi relative à l'égalité et la citoyenneté LEC, complétée par la loi portant évolution sur le logement et l'aménagement du numérique, dite ELAN. Et donc, il y a une conférence du logement qui a travaillé qui s'est réunie plusieurs fois, dans laquelle un certain nombre de partenaires, 3 collèges sont présents, le collège des bailleurs, le collège des collectivités et le collège des associations de lutte contre les exclusions et des locataires et associations de locataires. Donc, les objectifs qui nous sont soumis et qu'ils consiste maintenant à voir comment on va les mettre en pratique, et c'est cela qui sera l'objet de la prochaine réunion de la conférence du logement, c'est de respecter le fait que 25% des attributions de baux signés dans des logements situés hors des quartiers populaires prioritaires, QPV, quartiers politiques de la ville, des quartiers de veille active, QVA, et des ex-zones urbaines sensibles, ZUS. Donc les gens qui sont dans ces territoires-là soient relogés hors de ces territoires. C'est-à-dire que 25% des logements qui sont à attribuer et qui ne sont pas dans les secteurs dits sensibles, on va mettre tout ça dans une même enveloppe des zones sensibles, c'est d'ailleurs comme ça que parle Paris Habitat. On essaye de faire que 25% soient hors de ces territoires
et doivent bénéficier aux demandeurs appartenant au premier quartile des revenus. Alors les premiers quartiles des revenus, c'est-à-dire les quartiles, les gens qui ont les revenus les plus bas, c'est-à-dire moins de 9 345 € par an, ainsi qu'aux ménages relogés dans le cadre d'opérations en rue. Donc ça, c'est pour disons, accroître la mixité sociale dans les beaux quartiers. C'est-à-dire qu'on reloge dans les beaux quartiers, disons, les gens qui ont au moins 25%, les gens qui ont le moins de revenus. Ensuite, maintenant, on raisonne de façon différente. 25% des attributions de chaque réservataire, que ce soit l'État, la ville, Action Logement ou autres, doivent bénéficier aux demandeurs reconnus DALO, ou à défaut aux demandeurs définis comme prioritaires au titre du Code de la construction et de l'habitat. Deuxième donc, contrainte que l'on a par rapport donc, à un public qui, a priori, étant reconnu DALO et étant des demandeurs définis comme prioritaires, ce n'est pas non plus les personnes qui sont dans les CSP les plus riches. Donc il faudra qu'on en ait au moins 25% chacun. Et enfin, au moins 50% des attributions de logements réalisées dans les zones sensibles doivent bénéficier aux demandeurs des 2e, 3e et 4e quartiles. C'est donc le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la classe moyenne supérieure, il faut qu'il y ait au moins 50% des attributions réalisées dans les zones sensibles qui soient de ces classes-là et pas du premier quartier. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu compliqué déjà à expliquer, c'est un peu compliqué ensuite à mettre en exécution parce que sur les zones sensibles, nous sommes pleins de réservataires et pleins de désignataires. Ça, c'est le texte de la loi. Comment est-ce qu'on le met en pratique? Alors, ce qu'il est proposé dans les différentes actions qui vous seront proposées à la conférence du logement, pour nous, la ville, puisque c'est à ça que nous devons répondre, c'est d'abord l'évolution de l'accord collectif départemental, qui deviendra l'outil principal d'atteinte de l'objectif de relogement des 25% des ménages du premier quartile. L'accord collectif départemental est un procédé, une procédure qui permet de passer devant les autres, devant tout le monde. À la différence du DALO, c'est que là, tout est justifié. C'est-à-dire que le dossier de demande de logement, actuellement, les pièces n'ont pas besoin d'être justifiées. Vous dites que vous avez un congé, vous n'êtes pas obligé de porter le congé. Vous dites que vous avez tant de revenus, vous n'êtes pas obligé de mettre vos feuilles d'impôt et vos feuilles de salaire. À tel point que dans la cotation, on a à chaque fois rajouté, par exemple, vous avez 1 point, vous avez plutôt 0 si vous déclarez uniquement vos revenus, mais vous avez 2 points automatiques dans la cotation si vous avez justifié de vos revenus en déposant les 2 derniers avis d'imposition et les salaires. Et donc, dans l'accord collectif, c'est un accord qui est fait en liaison avec les services sociaux et qui permet d'avoir des dossiers béton, dossiers justifiés. Et donc, il s'agirait donc pour la ville de faire que le nombre d'accords collectifs augmente, en sachant que c'est un accord collectif passé entre la ville, le département, enfin l'État, préfecture, disons, et tous les bailleurs. Il y a une liste qui est abondée chaque année de gens qui sont éligibles à l'accord collectif, et les bailleurs ont obligation de puiser dans cette liste pour reloger les gens qui sont dans cette liste. Donc ils passent avant, et ils passent même en dehors de toute désignation par un réservataire, puisque c'est grosso modo, on a laissé tomber notre droit de réservation sur cette partie qui est consacrée aux accords collectifs. D'autre part, il est question donc d'essayer aussi pour répondre à l'obligation de faire qu'il y ait 50% des relogements qui soient faits dans les quartiers sensibles avec des familles plus aisées, donc d'éventuellement d'être moins scrupuleux sur ce qui peut faciliter la venue en termes de, par exemple, de nombre de pièces par personne ou autre chose. Ça, c'est quelque chose
qui, à mon avis, est un peu compliqué à mettre en place, qu'il faudra bien juger et bien évaluer, parce que ça peut être aussi la porte ouverte à un peu tout. Il y a d'autres actions qui sont déclinées ici, mais elles sont déjà pratiquées. Il s'agit simplement de les développer encore un peu plus, notamment le développement des moyens favorisant l'information des demandeurs, une plus grande qualité des dossiers, et ça nous renvoie nous-mêmes à nos permanences que certains élus d'entre nous faisons, et qui visent aussi à faire que les dossiers qui nous soient présentés soient un peu mieux bâtis, parce que c'est fondamental pour qu'il y ait une désignation qui aboutisse jusqu'au bout. Voilà. Et puis l'autre chose qui est présentée dans cette conférence du logement, c'est aussi le cadre de l'accompagnement et du relogement des ménages qui doivent être relogés suite à des démolitions que nous avons prévu de faire. Et c'était le cas notamment pour nous, pour les portes du 18e arrondissement. Ce sera le cas notamment de Charles-Hermite, tout au moins d'une petite partie de Charles-Hermite, si jamais il y a des relogements qui sont à faire. Et ça a été le cas surtout de la porte des Poissonniers, de la tour de la porte des Poissonniers, et ça a été le cas de la tour de la porte de Clignancourt. Mais là, c'est plutôt pour nous du passé, et donc ça n'engage pas grand-chose sur la suite. Peut-être que ça concernera Valentin-Abeille, si jamais on avance vers une solution aussi, de trouver des relogements pour dégager cette cité, dégager les familles de cette cité complètement à l'écart de la vie. Voilà, j'ai exposé très rapidement l'état d'esprit de cette conférence du logement sur lequel vous aurez ensuite à rediscuter dans le cadre de la prochaine conférence qui se tiendra. Merci beaucoup, Michel Nerneuf. J'ai vu Frédéric Badina qui voulait dire un mot, Laurent Keinec. Est-ce qu'il y a Fadila Méal, Gérald Briand? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Christian Honoré. Frédéric Badina. Merci, Monsieur le maire. C'est une délibération évidemment importante. Les écologistes se réjouissent de la méthode qui a été utilisée pour cette concertation, qui a permis de réunir l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs impliqués sur la question du logement. On partage évidemment les objectifs liés au rééquilibrage territorial. On rappelle aussi l'importance de l'accompagnement social du maintien dans le logement. On est très attaché au travail de prévention de l'expulsion, comme on l'a montré notamment dans le travail que nous avons fait tous ensemble sur la charte de prévention des expulsions. Bon, la cotation, on est évidemment tous d'accord pour dire que c'est un très bon outil qui garantit la transparence des attributions, mais aussi l'égalité de traitement entre les demandeurs et les demandeuses. Dans le 18e, la cotation est appliquée comme il se doit. Et évidemment, on ne peut que soutenir le respect de la loi pour le DALO qui nous oblige à loger et surtout à ne pas expulser. Et là, on acte clairement que les 25% des attributions vont au DALO. C'est une bonne chose. Tu l'as mentionné, Michel, le fait que ce soit aussi pour le quartile le plus bas, donc c'est à peu près 700 € par mois par unité de consommation, c'est quand même super important. Et puis un dernier point de vigilance quand même sur la rénovation urbaine. Il faut qu'on soit dans le qualitatif, pas uniquement dans le... On en fait beaucoup en peu de temps. L'idée étant de faire en sorte que les rénovations soient les plus neutres possibles en termes d'émissions carbone et qu'on ne se retrouve pas avec des effets de vagues de chaleur liés à des îlots trop bétonnés, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on privilégie les constructions en bois pour que ce soit plus confort et surtout bien plus agréable à vivre. Voilà pour la position des écolos. Merci. Laurent Keinec. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération vient apporter un certain nombre d'éléments techniques à la suite de la loi Égalité, Citoyenneté et de la loi Elan. Beaucoup d'éléments très techniques qui viennent dans le cadre d'une politique de logement existante. Il se trouve qu'on ne peut pas, nous, lui donner quitus parce que la politique de logement de la ville de Paris, nous ne sommes pas d'accord avec elle. Donc c'est l'occasion très rapidement, sans faire un catalogue, de vous rappeler quelles sont nos positions sur le logement. Rappeler que nous sommes contre le conventionnement du logement libre en logement HLM, contre également le droit de préemption urbain renforcé, la perception des loyers capitalisés et la densification d'une manière générale. Mais nous avons aussi des propositions pour qu'il y ait un meilleur dialogue avec les communes du Grand Paris pour résoudre le problème de foncier en matière de logement.
On a une vision souvent qui est trop parisienne, interne au périphérique. Également pour davantage de transformation de bureaux en logements sociaux et surtout être plus imaginatif en matière d'accession sociale à la propriété, ce qui est aussi le moyen de faire un rééquilibrage territorial, parce qu'il y a toujours une obsession qui consiste, c'est pas justifié non plus, à mettre des personnes défavorisées dans des quartiers favorisés, mais il faut aussi faire venir des gens favorisés et des classes moyennes dans nos quartiers. C'est aussi le problème, parce qu'à Paris aujourd'hui, il faut être soit très riche, soit très aidé pour pouvoir y habiter. Et l'accession sociale à la propriété, la vente de logements sociaux, c'est aussi très intéressant pour les bailleurs. La vente d'un logement, ça peut permettre de financer jusqu'à entre 3 et 7 logements neufs. Pourquoi ? Parce que ça permet, avec assez peu de capitaux, d'avoir un effet de levier et donc d'avoir du logement construit avec peu de fonds propres. Voilà, donc globalement, notre objectif, il est de maintenir les classes moyennes à Paris qui s'en vont au fil du temps. C'est le fil rouge des propositions que je viens de vous formuler. Merci beaucoup. Je ne vais pas intervenir après chaque intervention, juste rappeler que nous sommes à Paris et que ce ratio vente de logements par création de logements supplémentaires n'a absolument aucun sens à Paris, puisque la difficulté à Paris, c'est justement de construire des logements supplémentaires. Les bailleurs n'ont pas de problème de fonds. D'ailleurs, les taux d'intérêt sont extrêmement bas pour le moment, notamment pour les bailleurs sociaux qui bénéficient d'une très forte stabilité, ce qui permet aux bailleurs de beaucoup emprunter facilement. Et puis par ailleurs, le soutien de la Caisse des dépôts notamment et de la Banque des territoires est très fort. Donc ce gimmick qui est sûrement vrai dans les petites villes de province sur le fait que quand on vend un logement, on peut en créer d'autres, est absurde, je le dis quand même, à Paris, où on peut toujours vendre des logements. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en construire, ou on en construit beaucoup moins qu'on ne pourrait en vendre. Et je rappelle que, là encore, il faut toujours... c'est une grande joie pour beaucoup de Français de devenir propriétaires. Mais rappelez-vous les catastrophes qu'ont été la vente d'un certain nombre d'immeubles, notamment en banlieue, à des publics qui se sont saignés aux 80 pour pouvoir acheter leur logement et qui n'ont plus les moyens ensuite d'entretenir. Et s'il y a eu autant de copropriétés dégradées dans un certain nombre de territoires, c'est aussi beaucoup à cause de cette politique du logement, de la vente de logements, et il faut y prendre garde. Voilà, mais je ne voulais pas intervenir là-dessus, mais quand même je tenais à le dire maintenant, sinon j'allais oublier. Madame Méal, puis Monsieur Honoré, puis Monsieur Briand. Oui, Monsieur le maire, c'est une délibération très très importante, et c'est vrai qu'elle a été présentée de façon rapide, mais je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. En gros, autour du logement, c'est véritablement la politique de peuplement qui est en jeu aujourd'hui, et je comprends les objectifs qui visent à la fois à ne pas concentrer les populations en grande difficulté dans les zones que vous évoquez, que ce soit les US ou les zones sensibles, mais aussi de permettre un parcours résidentiel plus ouvert pour ces publics qui parfois souhaitent en effet quitter ces quartiers. Mais la difficulté qu'on va rencontrer, puisque c'est la recherche de cette mixité tant attendue, c'est de faire en sorte que les publics plus aisés, les classes moyennes, puissent venir. Et là, je pense qu'il y a des contraintes que nous connaissons tous, qui sont dans leur globalité, pas simplement l'habitat en tant que tel, mais tout ce qui tourne autour de l'habitat, à savoir les établissements scolaires, à savoir aussi les zones d'attractivité, mais aussi les problèmes de sécurité. Donc, je pense que c'est très bien que nous ayons cette volonté. Après, il me semble qu'elle sera très certainement ponctuée de beaucoup de difficultés pour faire revenir dans ces quartiers sensibles des publics plus divers, en tout cas une population plus diversifiée. Et c'est le sens d'ailleurs du vivre ensemble que nous voulons mettre en œuvre. Alors, à la faveur de cette conférence, vous avez évoqué la question du relogement et notamment des démolitions. Et je prends l'opportunité et l'occasion de vous saisir, Monsieur le maire, sur une question qui préoccupe beaucoup notre groupe, qui consiste à regarder aujourd'hui l'état des lieux de tout ce qu'on a appelé le logement vétuste et dégradé. Alors, il y a une grande surprise. J'ai vu la maire de Paris, à l'occasion, d'ailleurs en marge de l'incendie qui a eu lieu,
en disant qu'elle disait que l'habitat dégradé avait été complètement résorbé à Paris après le plan très ambitieux de la Noé, qui a permis en effet, je crois que c'était 1000 immeubles qui ont été en tout cas identifiés. Alors, moi j'ai lu la dernière étude de l'APUR, elle dit de façon très concrète, alors c'est une question annexe, mais puisqu'on parle de relogement, qu'il y a aujourd'hui encore 500 ou 425 immeubles à Paris, et notamment chez nous, puisqu'il y a plus de 68 immeubles qui sont en situation de vétusteté, dégradés, et des habitats, vous le savez Michel, souvent de bailleurs privés. Et donc, moi, ma question, puisqu'on évoque d'une certaine façon que tout cela est derrière nous, il reste ces 68 immeubles qui vont être détruits ou en tout cas rénovés, je n'en sais rien. Et c'est la question que je vous pose, Monsieur le maire. D'abord, est-ce qu'on peut avoir une typologie de ces immeubles, et pas simplement, mais le nombre finalement d'habitants qui sont concernés? Est-ce qu'il y a un plan, en effet, de destruction, de relogement? Et dans ce cadre-là, bien sûr, ces personnes bénéficieront de la nouvelle loi que vous évoquez tout à l'heure dans le cadre de la conférence du logement. Merci. Alors, je sais que c'est une question qui a besoin d'avoir des réponses très circonstanciées. Je suis prête à attendre le prochain conseil pour que vous apportiez des éléments très très précis par rapport à l'habitat dégradé dans notre arrondissement. Merci, Monsieur Honoré, puis Monsieur Briand, et je donnerai évidemment quelques éléments sur ce sujet important, notamment celui de la mixité. Oui, Monsieur le maire. Cette délibération, en effet, sur la conférence du logement est très importante, et nous aurons l'occasion d'y revenir au Conseil de Paris. On parle de mixité sociale, c'est très bien. En effet, faire venir des personnes, des ménages plus aisés dans les quartiers populaires et des personnes des quartiers populaires, les loger dans des quartiers plus favorisés, peut être entendu et peut être comprise, et c'est une bonne chose. Simplement, je voudrais quand même faire remarquer que trop souvent on remarque que des habitants fuient des quartiers, ils partent à cause de l'insécurité et parfois aussi du mauvais état des résidences. Il se trouve qu'en l'espace de quelques jours, avec Pierre Bournazel, on a reçu 4 mails différents, 4 ou 5 mails différents sur les résidences Porte Blanche, rue Boucry, 90 boulevard Ney et 77, 85 boulevard Ney. État déplorable des immeubles. Je suis allé dans la résidence de logements sociaux rue Boucry, c'est innommable, c'est scandaleux. Je ne savais pas que ça pouvait exister. J'ai pris des photos. Je ne comprends pas que de telles choses puissent encore exister à Paris aujourd'hui. Et je le dis d'une manière ferme, parce que c'est les présidents d'associations de locataires et puis les personnes qui habitaient, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient, parce que je ne voulais pas, c'était trop fort. Ils m'y ont emmené, j'ai pris des photos, c'est inacceptable. Alors donc la mixité sociale, oui, bien entendu. Oui, bien entendu. Mais encore faut-il que rue Boucry, alors attendez, c'est du 30 et vous descendez jusqu'au 22, je crois. Du 30 au 22, voilà. Je suis descendu, hein, je suis allé dans les parties communes, donc voilà. Donc c'est bien de parler de mixité sociale, encore faut-il que les habitants ne fuient pas, et je revenais, il me semble, il y a quelque temps, j'avais parlé d'un rapport qui disait que 25% des demandes de mutation étaient dues au fait que les locataires fuyaient les violences, les violences qu'ils vivent dans leur logement, dans leurs immeubles. Ça, ce n'est pas acceptable. Voilà, je dois dire qu'il faut, bien entendu, et je crois que tous les partenaires doivent se mettre d'accord, la ville, l'État, bien entendu, les associations, ça, sans conteste. Mais il faut veiller aussi à ce que l'entretien soit fait dans de bonnes conditions, que les gens
ne se plaignent pas. Et j'ai bien entendu, je suis déjà intervenu au Conseil de Paris pour voter des actions de réhabilitation de la ville de Paris, sauf que vous n'allez pas assez vite, puisque nous avons calculé au rythme où vous allez, tous les résidents de logements sociaux seront réhabilités d'ici 2060, ce qui est beaucoup. Et je constate, oui, 2060, c'est bien le chiffre. D'autre part, l'investissement, si j'en crois les chiffres, les budgets alloués par les bailleurs sociaux pour la réhabilitation des immeubles baissent, puisqu'ils passent en 2015 195 millions, en 2016 171 millions et 2017 138 millions. Donc tous les dispositifs peuvent être agréables à entendre, peuvent être intelligents. Encore faut-il que les gens acceptent d'y vivre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être que après l'intervention de Gérald Briand, Mario ou Michel pourront dire un mot sur les adresses précises, mais on ne va pas rentrer totalement dans les détails. D'abord, Gérald Briand. Oui, juste... Bon, excuse-moi, on va peut-être demander, si ça vous va, d'allumer les lumières quand même, parce qu'au bout d'un moment, on va être vraiment dans le noir. Et on va finir par plus pouvoir se voir, même si malheureusement, ça risque de faire augmenter la température. Gérald Briand. Alors, oui, donc pour... j'écoutais attentivement Monsieur Honoré, donc du nouveau groupe 100% Paris, mais toujours 100% approximatif. Hein. Ça n'a pas changé. On est sur... je ne suis pas méchant, je suis un tantinet ironique. Allez, un tantinet ironique, je le prends. Ah oui, ça va déjà mieux là. J'arrive mieux à me relire. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête quand on parle du logement social, quand même, il y a évidemment des problématiques de rénovation qui sont à améliorer. Évidemment, c'est sûr, comme tout habitat, au bout d'un moment, il se dégrade, il peut y avoir des soucis. Mais la caractéristique première, quand même, du logement social à Paris, c'est surtout qu'il y a 130 000 demandeurs de logement à Paris. Et que, malheureusement, c'est surtout ça le problème auquel on est confronté. C'est-à-dire que les gens, ils veulent être dans le logement social à Paris. Et 70% des Parisiens y ont droit, de par leurs revenus. C'est ça le fait important. Le fait important, donc, je pense... moi, pour faire beaucoup de permanences, notamment de logement, c'est la question à laquelle on est confronté, quoi. Et il y a une vraie attractivité, en l'occurrence, là, on ne peut pas le nier, du logement social à Paris. Une attractivité qui est tellement attractive qu'on a du mal à répondre à ça. Et c'est ça la donnée majeure à laquelle nous sommes confrontés. Je veux dire ça. Je veux dire aussi une deuxième chose, c'est que je remercie M. Le Keinec de nous alerter sur... la solidarité, monsieur excusez-moi, de Keinec, c'est bon, de nous alerter sur la question du logement social en dehors du périphérique, parce que c'est vrai que c'est dommage de ne pas passer à côté des 3% de Neuilly, ville de l'ouest parisien. Et c'est vrai que tout le monde ne fait pas les mêmes efforts. Donc c'est bien de le rappeler que justement, il faut qu'il y ait d'autres villes, et notamment les villes qui en font moins, en fassent beaucoup plus. Donc je suis content que cette discussion ne concerne pas seulement que la ville intramuros. Après, ce qui, moi, m'intéresse aujourd'hui, ce que je trouve intéressant dans la conférence et dans les travaux, c'est qu'enfin, on réouvre le dossier DALO et qu'on y aille pratiquement. Parce que vous qui faites des permanences, pour ceux qui en font, vous voyez bien qu'une des problématiques, c'est souvent des gens nous disent, ben voilà, on a un droit, le gouvernement nous donne un droit, il y a un papier officiel qui dit vous avez le droit au logement, et puis rien ne se passe. Et quand des fois il se passe, ça peut être une proposition en Seine-et-Marne, et on leur dit c'est à prendre ou à laisser, et c'est fini, quoi. Et donc le fait qu'aujourd'hui, voilà, on mette un pied là-dedans, même si c'était vraiment fait en dépit du bon sens, mais au moins si on peut corriger ce qui est comme une énorme injustice devant la loi, je pense que ça sera vraiment très intéressant. Enfin, dernier sujet, parce que je ne résiste pas au débat, mais sur la question de la vente du logement social. Franchement, est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui, la vente du parc social à Paris? Sachant qu'en plus qu'aujourd'hui, dans Paris intramuros, on a 200 000 logements privés vides. Donc ça veut dire par exemple que si on vend du logement,
on aura aussi des gens qui, pour une maison secondaire, qui n'habitent pas Paris, etc., on risque de faire en plus augmenter ce volume qui nous pose d'énormes problèmes. Parce qu'en plus, il y a tout le dossier ensuite, Airbnb, etc., que vous connaissez. C'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. Et en plus, il y a eu quelques témoignages assez récents de dire qu'aujourd'hui, quand on vend, ça paraît intéressant de dire, voilà, je suis propriétaire de mon logement. Sauf que souvent, 10 ans après, 20 ans après, on a quelques exemples moi, je connais quelques grandes cités à Orly oh là, ben on m'avait dit qu'on a le droit. Oui, mais à Paris, on peut-être pas de logement social. Donc moi, j'essaye de montrer, à titre d'exemple, vous savez, quand on veut comparer quelque chose, on essaye de voir un peu ce qui se passe ailleurs pour essayer d'en faire sa substantifique moelle. Bon, moi, je marche comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne marchent pas comme ça, mais je trouve que les éléments de comparaison sont toujours assez intéressants. Mais bon, après, si vous pensez que ex nihilo, vous avez déjà tout en tête, c'est très bien. Eh bien, sur cette question d'un logement social qui est devenu privé, aujourd'hui, par exemple, on a des cités entières qui sont à l'abandon, je pense Grigny, en ligne, qui sont à l'abandon. Et ça devient un tel problème que souvent, le département ne peut pas abonder parce que c'est trop important, parce que vraiment, ça devient un tel monceau de tracas et de problèmes. En plus, avec les copropriétés, je ne vous raconte pas ce qui se fait. Donc là, en l'occurrence, c'est mettre le doigt dans quelque chose de très, très dangereux. Nous, aujourd'hui, on est arrivé, par exemple, dans le 18e, à enfin respecter la loi SRU. C'est bien. Alors, si toutes les villes de la région parisienne étaient au moins à ce niveau-là, je pense qu'il y a une grande partie de nos problèmes qui seraient réglés. Malheureusement, il y en a qui ne sont pas encore à ce niveau-là. Mais dire qu'on va régler le problème du logement, que c'est une des pistes, c'est une des pistes que vous avez évoquées, d'accord, je ne sais pas à quel curseur vous mettez ça, mais à mon avis, c'est une fausse bonne solution. Merci beaucoup. Je vais peut-être demander à Michel puis à Mario de donner quelques éléments de réponse précis. Un mot plus global. Parce que beaucoup de sujets ont été évoqués et tout ça est important parce que c'est comme ça qu'on réfléchit et qu'on construit le 18e qu'on veut pour la suite. D'abord, dire que si on peut aujourd'hui engager ces débats, c'est parce que nous avons décidé, je n'y étais pas, mais c'est la même majorité, dès le début des années 2000, de mener une politique extrêmement ambitieuse dans deux directions. La première, c'était l'éradication de l'habitat insalubre, et je dirais un mot sur ce qu'indiquait Fadila Meal, c'est-à-dire de faire sortir un certain nombre d'immeubles de ce qu'on appelait à l'époque le logement social de fait pour le faire rentrer dans le vrai logement social, et ensuite de construction et de réhabilitation et de rééquilibrage des logements sociaux dans Paris. Alors bien sûr, cette logique de rééquilibrage dans Paris, elle est beaucoup plus longue à faire que l'éradication de l'habitat insalubre, parce que c'est plus compliqué de construire ou de trouver du foncier à l'ouest qu'à l'est, et parce que les grandes réserves foncières, elles sont quand même encore à l'est, beaucoup dans le 13e, beaucoup dans le 12e, et puis aussi dans le 18e. Mais notre débat aujourd'hui n'aurait aucun sens s'il n'était pas fondé sur l'investissement très important depuis bientôt 20 ans de cette majorité et des maires qui sont succédés sur la question du logement et du logement social. D'ailleurs, on dit logement social, je pense que la terminologie est trompeuse. Et d'ailleurs, elle trompe beaucoup les habitants quand on sait, Gérald Briand le disait, que 70% des ménages parisiens ont droit à ce qu'on appelle le logement social. En fait, on devrait parler de logement régulé, logement semi-public, ou de logement avec des loyers conformes à la possibilité. Mais le logement social n'est pas un logement pour les cas sociaux. Le logement social n'est pas un logement pour les pauvres. Il est un logement pour tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens, et à Paris, ça va quand même assez vite, de se loger sur un marché privé qui est très tendu quand on voit aujourd'hui les coûts de l'immobilier privé, même dans les quartiers dits populaires, où on dépasse la barre des 10 000 euros à la Chapelle, et assez facilement quand même. Donc on est sur un élément de tension très fort. Et donc aujourd'hui, oui, cette étape nouvelle de la réflexion, elle doit nous emmener à insister sur ce qu'on a fait depuis le départ, mais avec aujourd'hui des outils beaucoup plus forts, à faire en sorte qu'on ait une politique de peuplement cohérente, c'est comme ça qu'on dit poliment, une politique de peuplement cohérente, qui permet de faire en sorte d'assurer une réelle mixité dans les quartiers, ce qui veut dire deux choses, faire venir des catégories plus aisées dans les quartiers plus populaires, et bien sûr continuer à faire rendre possible l'habitat à des catégories sociales moins aisées dans les quartiers qui aujourd'hui leur sont interdits compte tenu des prix de l'immobilier. Mais ça veut dire bien sûr
Et je suis heureux d'avoir entendu Fadila Meal le dire, qu'il faut qu'on travaille sur l'ensemble de la chaîne. Et notamment les questions de mixité scolaire. Et je pense que dans le 18e, on a fait la preuve, là encore, depuis assez longtemps, mais avec beaucoup d'engagement, de ce qu'il était possible de faire pour faire en sorte qu'on puisse mettre ses enfants, notamment dans les collèges du coin, et qu'on sorte des collèges ghetto le plus possible pour rentrer dans des collèges mixtes. Et je pense qu'on l'a fait avec un relatif courage, bien que je le dise moi-même, et plutôt du succès. Et je pense que c'est essentiel pour faire venir les classes moyennes. Si on dit aux gens, venez dans les quartiers, mais qu'ils pensent ne pas pouvoir y mettre leurs enfants à l'école ou au collège, ils ne viendront pas. Et je crois qu'on a eu raison de s'engager aussi fortement. Je me rappelle des oppositions de l'époque, je me rappelle de tout ce que je me suis pris dans la gueule, hein, mais, avec Philippe, avec d'autres, mais je pense qu'il fallait faire ce pas au moment où il était possible de le faire, et je suis bien content de l'avoir fait à l'époque, je ne suis pas sûr qu'on aurait été capable de le faire ensuite. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses sur lesquelles on doit travailler, bien sûr l'espace public, Afaf Gabellotto aura l'occasion d'en reparler, le commerce, la commercialité, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans notre ordre du jour, et puis toutes les questions bien sûr de sécurité, et là encore je n'en dis pas plus, on a beaucoup eu l'occasion d'en parler. Et puis il y a cette aspiration qui est bien réelle et qui est bien légitime d'une partie de la population à accéder à la propriété. Alors autant moi je ne crois pas du tout à la vente de logements sociaux pour les raisons qui ont été exposées, autant je crois que nous aurons la possibilité de travailler, de réfléchir, mais plus que ça de travailler aux nouvelles formes de propriété aussi, en travaillant sur les foncières publiques, en travaillant sur l'habitat collectif, en travaillant sur l'habitat participatif, tout ce qu'on peut faire pour soit faire baisser le prix du logement neuf, et je crois que on avance de façon assez concrète sur ces sujets-là, soit pour partager un certain nombre d'espaces et faire en sorte qu'on puisse être propriétaire d'une surface qui n'est pas forcément aussi grande que ce dont on aurait besoin, parce que des services collectifs sont possibles dans l'immeuble, et je pense que là-dessus, on peut répondre à l'aspiration des classes moyennes supérieures à la propriété sans brader le bien public qu'est le logement social, parce que je le dis encore une fois, à Paris, on ne rattrapera jamais. Tout ce qui sera vendu ne sera pas reconstruit. Et puis, on en a vu suffisamment de copropriétés. On en voit d'ailleurs de copropriétés. Pourquoi Fadila Meal se demandait quel est le chiffre? Pourquoi est-ce que l'éradication de l'habitat insalubre continue? Mais parce que la salubrité, c'est des cycles. Et un immeuble qui peut ne pas être insalubre peut le devenir en quelques années, pour peu que 1 ou 2 ou 3 copropriétaires deviennent défaillants, que tel ou tel travaux ne puisse pas être fait dans la copropriété parce que les coûts sont trop importants. Être propriétaire, certains autour de la table le sont, c'est aussi des coûts importants. C'est vrai que c'est une aspiration assez large, mais c'est un engagement très fort, et on voit que les copropriétés qui se dégradent sont celles à l'intérieur desquelles 1, 2 ou 3 logements ou 1, 2 ou 3 propriétaires de logements ne peuvent plus faire face aux charges importantes, parce qu'il faut refaire le toit, parce qu'il y a des travaux de canalisation énormes, et qu'ils laissent l'immeuble au bout d'un moment tomber en ruine. Et c'est pour ça que l'éradication de l'habitat insalubre ne sera jamais finie. On a éradiqué les grandes poches d'insalubrité. Moi, je me rappelle de ce qu'était la rue Mira, je me rappelle de ce qu'était Pajol, je me rappelle de ce qu'étaient tous ces secteurs il y a au début des années 2000, je sais ce que c'est devenu aujourd'hui, mais bien sûr, voilà pourquoi nous avions proposé et obtenu la création de l'Observatoire de l'insalubrité. L'insalubrité, c'est un cycle, hein. Il suffit, dans un immeuble, de quelques appartements suroccupés, de quelques appartements avec des propriétaires défaillants, pour que très vite, les copropriétés perdent pied, et qu'ensuite, il soit assez difficile de les reconstruire. Voilà pourquoi, franchement, je pense qu'il faut être il faut comprendre cette aspiration à la propriété. Il faut bien que chacun ait conscience de ce qu'on fait quand on est propriétaire d'un logement. L'exemple type, c'est le Chêne Pointu. Hein, le Chêne Pointu, copropriété complètement dégradée, invivable pour des raisons assez légitimes. Et puis, dernier élément, en général, quand les bailleurs vendent leur logement, ils ne vendent pas les plus neufs, ils vendent les plus anciens. Et devenir propriétaire dans un immeuble des années 50 ou 60, qui a certainement été bien entretenu, mais qui reste un immeuble des années 50 ou 60, c'est pas la même chose que d'acheter un logement neuf, c'est pas la même chose que d'acheter un logement dans de l'haussmannien. Et très vite, on a des coûts d'entretien qui explosent et des charges donc qui explosent. Mais j'ai été beaucoup trop long. Michel Lerneuf puis Mario Gonzalez, ou dans l'ordre que vous voulez. Michel? Oui, non, pour compléter ce que tu as dit sur l'insalubrité, la grande différence qu'il y a maintenant, c'est que tous les immeubles insalubres, ils sont suivis. Donc, ce qui n'était pas le cas du tout en 2000. Et donc, il y a les immeubles insalubres, ou qui ont des problèmes d'insalubrité, ou qui ont des problèmes pour essayer de se remettre comme il faut, ils sont suivis dans le cadre de l'OHD ou dans le cadre des différents OPH que l'on a. Et ils sont suivis par l'Observatoire de l'insalubrité. Et donc, s'ils arrivent au point qu'ils sont complètement insalubres, à ce moment-là, eh bien, ils sont expropriés.
La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'était qu'on a une nouvelle forme d'accession sociale à la propriété qui a été votée récemment avec la création de la foncière solidaire. Et donc le 18e a postulé pour notamment le bâtiment qui remplacerait le Crous actuel à la porte de Clignancourt. Donc c'est soumis à l'arbitrage pour le moment, mais on est en plein quartier politique de la ville. Et donc là, qu'un bâtiment puisse voir de l'accession à la propriété, mais solidaire, c'est-à-dire que cette offre ne s'adresserait qu'aux gens qui sont dans les plafonds du logement social. Dernière chose que je voulais dire, par rapport aux quelques adresses que vous avez citées tout à l'heure, premièrement, ce n'est pas du logement social rue Boucry, c'est du logement intermédiaire. Et deuxièmement, c'est des foncières qui dépendent plutôt de l'État et pas de nous. Donc voilà. Mais Mario va dire autre chose, oui. Oui, pour prolonger ce que tu viens de dire, Michel, donc Kinley, en ce qui concerne 30 rue Boucry, c'est une adresse que je connais bien puisque je me suis rendu à plusieurs reprises sollicité par des locataires, avec un problème très spécifique, qui est très certainement un problème que vous avez dû retrouver, qui est un problème de parking qui, lui, est en copropriété, puisqu'il y a une aberration d'un certain urbanisme des années 70 qui consistait à séparer les parkings du reste du bâti et le parking en faire des copropriétés. C'est le cas dans cette adresse-là et c'est également le cas au 73 rue de la Chapelle où nous avons un conflit entre la copropriété et le bailleur 3F et des problèmes de gestion. Pour le 88 boulevard Ney, il s'agit de CDC Habitat, c'est l'État, la Caisse des dépôts et consignations. Là aussi, adresse bien connue. Pour le coup, je vous trouve un peu sévère en ce qui concerne l'état de cette résidence, qui a quand même eu une réhabilitation plan climat très conséquente. C'est vrai qu'il y a encore des dysfonctionnements. Il y a d'ailleurs des travaux de sécurité incendie qui ont lieu actuellement et que l'amicale suit très attentivement. Et il y a des problèmes liés à la sécurité que nous connaissons bien. En ce qui concerne le 73 boulevard Ney, c'est France Habitation. Et là, je partage votre avis, c'est une résidence qui est manifestement vétuste. Vétuste, j'en ai parlé il y a exactement, c'est pour ça d'ailleurs que je m'étais absenté du conseil, j'étais justement avec la directrice territoriale pour lui rappeler la ferme intention de la mairie d'arrondissement de soutenir tout le travail des locataires pour que le bailleur prenne des engagements en termes de réhabilitation. Mais attention, ce ne serait pas une réhabilitation plan climat, mais une réhabilitation on va dire, lié plus au confort, etc., puisque, apparemment, l'immeuble, d'un point de vue énergétique, ne permet pas de bénéficier des crédits qui sont normalement alloués en matière de plan climat. Et enfin, Porte Blanche, qui a fait l'objet d'un article au Parisien, immeuble là aussi bien connu. Tout ça, ce sont des immeubles, comme vous le voyez, qui ont tous été construits dans les années 60-70, où, voilà, les normes de construction n'étaient pas les mêmes, et je salue ici le travail qui est mené depuis 2001 pour construire non seulement du logement social, mais du logement social de qualité, et qui soit, voilà, respectueux de l'environnement et avec des qualités d'habitat dignes de ce nom. Ce n'était pas forcément le cas dans les années 60 et 70. Et pour la rue des Portes Blanches, alors là, il y a deux choses, voilà, parce qu'il y a quand même, il faut être très précis. Il y a effectivement une des résidences qui n'est pas vétuste, parce que je la connais bien, j'y suis allé plusieurs fois. Elle commence effectivement à avoir un certain âge, mais elle est bien entretenue par son bailleur, 3F. Néanmoins, il y a eu un gros problème de fuite, et les problèmes de fuite sont souvent très spectaculaires, surtout lorsqu'il s'agit de colonnes ovales. Et le problème, c'est que ça met énormément de temps à sécher, et quand on voit dans un appartement qui est sinistré, on a l'impression qu'on est tout simplement, dans un immeuble totalement délabré et insalubre, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais là aussi, l'affaire est suivie. Plus généralement, et par rapport à ce qu'a dit Mme Méal, je partage effectivement une problématique que nous constatons avec Michel dans le 18e, mais pas seulement dans le 18e, c'est effectivement l'enjeu de la réhabilitation du logement social. Ça ne veut pas dire que les bailleurs sociaux n'entretiennent pas. Ça veut simplement, au contraire, justement, les bailleurs sociaux entretiennent leur patrimoine et l'entretiennent bien, ils sont globalement sérieux. Le problème, c'est qu'un immeuble, eh bien, il vit et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'appelle la vétusté. Et puis, il y a aussi des normes de confort qui évoluent. Et puis, il y a aussi des critères énergétiques qui évoluent. Et ce qui fait que le parc social doit évoluer en termes de confort, en termes de performance énergétique. Et c'est là l'enjeu de demain pour les bailleurs sociaux de la ville, mais pas seulement de la ville, pour tous les bailleurs, y compris de l'État et autres. Et par rapport à cela, juste une petite précision, la ville n'a pas attendu de faire le constat que vous faites aujourd'hui, puisqu'il y a déjà des réhabilitations plan climat très importantes, y compris dans le 18e. Vous avez le très bel exemple du 256 rue Marcadet, où il y a une réhabilitation plan climat
exemplaire, dans le plus vieil HBM de Paris d'ailleurs, magnifique réhabilitation. Vous allez bientôt avoir la même chose à Charles-Hermite avec également une réhabilitation très importante en termes de confort. Vous avez également pour les copropriétés, puisque vous les citiez, Madame Méal, les copropriétés, nous avons le plan Éco-Rénovons Paris, donc un plan qui a concerné 1000 immeubles durant cette mandature et qui a permis d'accompagner des copropriétés qui n'étaient pas encore en souffrance au point d'être qualifiées d'insalubres, mais qui commençaient à l'être et qui, à travers l'accompagnement de la mairie, ont pu obtenir des financements pour justement engager des travaux. Je citerai un très bel exemple, rue Stephenson, d'une copropriété. Nous y étions il y a 2 ans de cela. Et je finirai par dire qu'il faut que nous distinguions 2 choses pour nos débats à venir. Vous avez d'un côté le plan climat. Les réhabilitations plan climat, ce sont des crédits bien particuliers et un montage bien particulier, qui nécessite de démontrer en premier lieu que l'immeuble, énergétiquement, eh bien, tout simplement, n'est pas performant. Et vous avez une autre réhabilitation qui est une réhabilitation plus liée à la vétusté. Les 2 sont importantes, les 2 sont nécessaires, mais ça n'est pas nécessairement les mêmes problématiques. Mais dans tous les cas, sachez que ce sont des dossiers lourds, complexes, et qui, je finirai par cela, devront se faire impérativement, et en tous les cas, en ce qui me concerne, pour le peu de mandats qui nous reste, j'y verrai avec la concertation totale avec les locataires. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Je propose qu'on passe au vote sur cette DLH 107. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. Je vous en remercie. On va parler Zach Chapelle-Charbon. Michel Arneuf. On va faire les deux délibs d'un coup, là, parce que c'est des délits très techniques. La première délibération concerne la remise du foncier de la première tranche du parc Chapelle-Charbon par Paris et Métropole Aménagement à la ville. Les travaux ont été réalisés de première œuvre et maintenant c'est l'ADEF qui doit intervenir. Et donc, avec une petite différence de surface par rapport à ce qui était prévu au départ, mais enfin, c'est vraiment un problème technique. Donc je vous invite à voter favorablement cette délibération. Quant à la suivante, sur Chapelle Internationale, c'est encore un avenant à la convention du transfert des voies. Cet avenant, il doit être fait uniquement parce qu'il y a eu une modification du lot I et que ce lot I a changé de forme. Et donc, il y a quelques mètres carrés d'un côté, en plus ou en moins. Voilà. Donc, je vous invite aussi à voter cette deuxième délibération sur Chapelle Internationale. Merci beaucoup. Donc, j'ai vu la main de Philippe Durand se lever. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Philippe Durand. Oui, c'est par rapport à la ZAC Chapelle-Charbon pour effectivement ce grand espace vert. Donc, Michel nous dit que ça ne sera pas tout à fait les 3 hectares parce qu'il y a 1200 mètres carrés qui seront amputés, etc. Il faut quand même signaler que ces 1200 mètres carrés qui vont être amputés seront pour le CDG Express, dont nous vous rappelons que nous ne trouvons pas toujours l'utilité de ce magnifique infrastructure qui va embêter le 18e arrondissement, le 93, etc., jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle. Donc je voulais quand même le préciser. Par contre, je voudrais louer quand même le travail de l'agence Laverne pour avoir suivi pas mal la concertation sur ce Chapelle-Charbon. Je trouve que le rendu, le travail de cette agence a été vraiment à l'écoute des habitants. Et j'ajoute qu'il y a quand même un point de vigilance à avoir puisque les travaux doivent être livrés en mars prochain, sur une question qu'avait posée Daniel Prémel lors d'un précédent conseil d'arrondissement par rapport à la rue Jean Cotin, c'est-à-dire par rapport aux entrées de la rue Jean Cotin. Donc, voilà, comme le débat n'avait pas été complètement tranché sur cette entrée, pas entrée, etc., je renouvelle mon point de vigilance pour revoir avec la Verne, etc., comment on va faire les différentes entrées sur Chapelle-Charbon. Et je voudrais savoir si on a déjà avancé par rapport à la BAPSA sur son déménagement ou pas pour faire une grande entrée rue Raymond Queneau. Merci. Merci. Je ne sais pas si Michel Lerneuf a quelques éléments complémentaires. Oui, là c'est le projet urbain dont tu parles, c'est plus le projet Laverne. C'est le projet urbain, c'est-à-dire où faire les entrées, les passages, etc. Il se trouve que c'est là, très récemment, qu'a été désigné le conducteur de ce travail, enfin du côté architecture.
Et que donc, on aura dès la rentrée des ateliers qui vont reprendre là-dessus sur le projet urbain, puisque nous avons essentiellement concerté sur le projet du parc et pas sur le projet urbain des entrées, de la voirie, etc., etc. Merci beaucoup, Michel. Et je dois indiquer que je m'étonne que des travaux extrêmement bruyants toutes les nuits, tous les week-ends aient lieu sur les voies de la gare de l'Est, puisque j'avais cru comprendre que l'arbitrage définitif sur le CDG Express n'était pas pris. Et donc je m'étonne que des travaux aient déjà commencé, rendant la vie pour les riverains de ce quartier relativement pénible, même si c'est de toute façon sûrement très utile de rénover les cathédrales. Enfin, je m'inquiète et donc j'ai demandé à la préfecture de région de nous informer à minima sur ce qui était en cours, pourquoi, comment, et de comprendre pourquoi ce qui n'était pas encore arbitré et fait déjà l'objet de travaux. Parce que je vous rappelle que nous nous sommes beaucoup mobilisés, notamment Michel et moi, pour veiller à ce qu'aucune construction du Charles de Gaulle Express n'ait lieu entre le jardin des Halles et le jardin Rosa Luxembourg. Or, j'ai vu apparaître, non pas de la construction, heureusement, mais des préfats. Et nous avions quand même obtenu l'engagement absolu qu'aucune construction n'aurait lieu à cet endroit-là. Donc je ne vous cache pas une inquiétude sur le sujet et une absence à ce stade, mais c'est normal, les demandes sont récentes, d'éléments de réponse probants. Mais ça n'a rien à voir avec, enfin si ça a à voir, mais pas directement avec ce que nous allons voter. Donc je mets aux voix la DU 75 qui est pour, unanimité, DU 139 même vote. Je vous en remercie.